les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Chewing Gum et Spaghetti, film radiophonique de Jean Grimaud d'après le roman de Charles-Ex Braya, avec Maurice Chevitte, le commissaire Tarquinini, Claude Dasset, Cyrus William Leacock et Rosie Vart, Henri Djanik, Anne Caprile, Guy Pierrot, Claude Bertrand, Lisette Lemaire. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Pierrette Soula. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard. Entrez. Le commissaire Tarquinini? Lui-même pour vous servir. Ah, c'est un honneur pour moi de vous recevoir, de vous offrir mon amitié et de vous dire fièrement, vous pouvez compter sur Tarquinini qui donnera sa vie pour vous si le besoin s'en fait sentir. Un cigare? Merci, je ne fume pas. Oh, ça par exemple. Un Américain qui ne... Car vous êtes bien Cyrus William Leacock, cet Américain dont on m'a annoncé la visite. Je suis en effet Cyrus William Leacock de Boston, Massachusetts. Et comme ça, vous êtes venu... Non mais asseyez-vous donc. Vous êtes venu en Europe pour faire une étude comparée des polices criminelles. Oui, j'ai déjà vu l'Angleterre, la France. Je n'aime pas beaucoup. Les gens ne sont pas sérieux. La Hollande, l'Espagne, je n'aime pas du tout. Il n'y a pas d'hygiène. Oui, et vous voici en Italie. Non, que dis-je en Italie? À Vérone. À Vérone, mon ami. Vous ne pouviez pas mieux trouver pour votre étude. Car, je vous le demande, quel est le mobile des crimes? C'est l'amour. Mais c'est l'amour. On est sur Terre pour aimer, pour être aimé, ou pour se consumer en des amours impossibles. Et ici, à Vérone, plus que n'importe où ailleurs. Pourquoi à Vérone? Pourquoi à Vérone? Oh, sainte mère, vous me demandez pourquoi à Vérone? Mais enfin, Shakespeare, ça vous dit bien quelque chose, non? Shakespeare? Oui. Enfin quoi? William Shakespeare, Roméo et Juliette. Ah oui, j'ai vu au cinéma. Ah, bon, mais les amants de Vérone, ils sont toujours là, dans nos ruelles, dans nos jardins. Vous les verrez, vous les rencontrerez. Commissaire Tarquinini, un policier américain, ne croit pas aux fantômes. Oui. Il est vrai que les États-Unis n'offrent pas un climat favorable aux fantômes. Vieux murs, châteaux délabrés, voilà ce qui leur convient. Ah, l'hygiène tue les fantômes. Chez nous, aux États-Unis, la recherche criminelle est une science. Une science? Oui. Une science, si vous voulez, hein. Aux États-Unis. Mais vous savez, signor Leacock, il y a si longtemps que les Italiens donnent des leçons de toutes sortes au monde, que le monde ne saurait plus leur apprendre grand-chose, même avec la science. Mais c'est incroyable. Aux États-Unis... Oui, entrez. Ah là. Hein? C'est toi, Emilio? Emilio, pourquoi me déranges-tu quand je suis en entretien avec cet éminent collègue qui est venu tout exprès des Amériques? Et ce n'est pas là pour voir comment nous menons une enquête criminelle à Vérone et en faire son profit. Hein? Qu'y a-t-il? C'est à cause de la signora Sofia Meccali, qui est concierge au 423 de la Via Filippini. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à faire avec la signora Sofia Meccali? Et c'est à cause que ce matin, la signora Meccali poussait des cris à ameuter tout le quartier. Et pourquoi poussait-elle des cris à ameuter tout le quartier? Et c'est à cause de ce qu'elle avait trouvé dans le terrain vague en face de la Piazzetta Vittoria. Et qu'est-ce qu'elle a donc trouvé dans le terrain vague en face de la Piazzetta Vittoria? Un cadavre. Un cadavre? Un cadavre d'homme? Oui, un cadavre d'homme.
avec une balle de revolver dans la tête. Oh Sainte Mère, quelle chance! Vous arrivez à Vérone, Seigneur Lecoq, et voilà. Je vous fournis aussitôt un cadavre avec une belle balle dans la tête. Vous faites l'enquête avec moi. Bien volontiers. Bon, vous allez pouvoir admirer comment nous opérons à Vérone quand nous y menons une affaire criminelle. Eh bien, je vous suis, partons. Voilà une bonne idée, allons déjeuner. Non, mais chaque minute qui passe est une minute de perdu. Pour qui? Pour le mort? Je pense que maintenant il se fiche éperdument de l'ordre qu'il est. Mais l'assassin peut fuir. À Vérone, sachez-le, on ne fuit pas. Car à Vérone, il n'y a que des crimes d'amour. Et dans les crimes d'amour, le meurtrier reste toujours auprès de sa bien-aimée. Vous voyez? Mais savez-vous ce que c'est que les scampi fritti? Ce sont des queues de langoustine qu'on met dans de la pâte. Non, mais le cadavre. Non. Oh, le cadavre, si vous y tenez, Signor Lecoq, nous irons le voir après le dessert. Alors, Emilio, tu nous le montres, ce cadavre? Le voici, monsieur le commissaire. Un cadavre bien propre, ma foi, comme on n'en voit pas tous les jours à la morgue. C'est vrai. C'est un qui c'est? Il avait ses papiers sur lui. C'est un nommé Eugenio Rossi, représentant de commerce. Il devait partir hier soir pour Mantoue par le train de 23 heures. On a trouvé dans ses poches son billet et pas mal d'argent. Parfait. Vous entendez, Signor Lecoq? Pas mal d'argent. Pas de crimes crapuleux à Vérone. Rien que des crimes d'amour. Voulez-vous examiner le corps? Oh, je vous en prie. Ah, si, je n'en peux rien. Non, je suis chez moi. Après vous. Eh bien, si j'applique les méthodes scientifiques en usage aux États-Unis, je peux conclure sans plus tarder un suicide. Autour du trou d'impact de la balle, il y a des grandes poudres dans la peau. Et même de très légères traces dues au canon du revolver appuyé sur la tempe. Et, attendez, ces petits morceaux de fil. Il a tiré à travers son mouchoir pour étouffer le bruit. Pour vous, il s'agit d'un suicide. Sans aucun doute. N'est-ce pas votre avis? Oh, c'est lui qui va me le dire. Lui, c'est mort. Bien sûr. Eugenio Rossi, fais un petit effort. Mets-moi sur la piste. Tu t'es tué ou on t'a tué? Ah, pour une question de femme. Parle-moi un peu, Eugenio. Chez nous, aux États-Unis, commissaire Tarquinini, on a le respect des morts. Oui, mais chez nous, on les aime. Et nous le rendent bien, allez. N'est-ce pas, Eugenio? Puisque tu viens de raconter à ce bon commissaire Tarquinini qu'avant ta mort, tu t'étais fait faire la barbe. Mais oui, monsieur l'Américain. Dans les plis de l'oreille gauche, il reste des traces de savon à barbe. Et du savon de coiffeur, je le connais bien. Mais je ne vois pas du tout. Et moi, je vois qu'un homme qui va se suicider dans un terrain vague ne se fait pas faire la barbe auparavant. À moins que je ne sois l'habitude aux États-Unis que les désespérés qui vont se jeter à l'eau ne prennent d'abord un bain. Messieurs? Ah, madame. Il m'est toujours extrêmement pénible d'importuner chez elle une jolie femme. Oh, je vous en prie. Si, Oh. je sais ce que je dis. Et je m'y connais. Merci. Mais je suis aussi commissaire de police. Le commissaire Romeo Tarquinini. La police chez moi? Hey. Je me nomme Lydia Fotis. Je suis veuve et je n'ai rien à Je m'empocher. sais, madame, je sais. Mais nous aurions voulu parler à votre amie, Madame Rossi. Mika? Et elle n'est pas là? Oh, pourtant la concierge nous a dit que chaque fois que son mari s'absentait, Madame Rossi, pour ne pas rester seule, venait s'installer chez vous. C'est-à-dire... Elle n'a pas fait de bêtises au moins. Non. Ce
Ce serait plutôt son mari, Eugenio Rossi. Il s'est suicidé. Suicidé? Non, mais ne faites pas attention, madame. C'est un Américain. Ah, très bien. Oui, en réalité, je vais vous dire, Eugenio Rossi a été assassiné. Je dis suicidé. Je dis assassiné. Suicidé. Signor Leacock de Boston, Massachusetts. Faites bien attention que si cette querelle entre nous se prolongeait, elle pourrait compromettre l'existence même du pacte atlantique. J'en serais navré, mais la méthode américaine... La méthode de Vérone, elle, veut que maintenant Madame Fotis ait l'amabilité de nous dire où se trouve actuellement Madame Ross. C'est que je l'ignore. N'est-elle pas venue chez vous hier soir? Si, mais elle n'a pas couché ici. Vous comprenez? Ah. Oui. Je crois comprendre. Oui, Mika avait fait un mariage de raison. Alors... Et vous savez... Ah non, je ne sais rien. Mais complaisants ont des limites. Je ne connais ni le mari de Mika, ce malheureux Eugenio, ni l'autre. Madame Rossi reviendra-t-elle chez vous avant de rentrer chez elle? Certainement. Alors, je vous aurai 1000 grâces, jolie madame, de bien vouloir lui dire que je l'attends à la police criminelle. Trompé par sa femme, Eugenio Rossi s'est suicidé, c'est évident. Monsieur l'Américain, vous me cassez les pieds. Mais savez-vous ce que c'est que l'escalopine alla Fiorentina? Ce sont des escalopes de veau préparées avec des épinards et couvertes d'une sauce béchamel. Mais oui, Madame Rossi, ce sont des choses que je comprends fort bien. Nous sommes à Vérone, n'est-ce pas? Et à Vérone, depuis Roméo et Juliette, l'amour. Ah, l'amour. Alors, où avez-vous passé la nuit? Chez mon ami. Et il s'appelle, cet ami? Est-ce bien nécessaire? Et il s'appelle, cet ami? Lanzolini. Orlando Lanzolini. Et il habite, cet ami? 57 via à San Francesco. Et il fait quoi, cet ami? Il est coiffeur pour dames. Le meilleur coiffeur de Vérone. Il travaille chez Di Martino. Et votre mari se doutait-il que vous aviez un ami? Je le pense. Pourquoi le pensez-vous? Je me suis sans doute montrée trop bavarde, sans m'en douter. Il a dû deviner quelle était la profession de mon ami. Depuis 15 jours environ, il rentrait tous les soirs rasé de frais. Ah oui. Il allait chez le coiffeur pour tenter de voir à quoi ressemblait l'homme qui lui avait pris sa femme. C'est peut-être ça. C'est sûrement ça, Madame Rossi. Mais ce n'est pas vous qui lui avez donné des soupçons, non. C'est ce petit billet qu'on a trouvé dans le tiroir de son bureau à la maison de commerce qu'il employait. Savez-vous ce qu'il dit, ce petit billet? Composé, comme vous voyez, avec des lettres découpées dans un journal. Votre femme aime beaucoup les coiffeurs, mais les coiffeurs lui rendent-ils cette affection? On dit que oui, et même qu'il la lui prouve. Qu'en pense le mari? Voilà, Madame Rossi. Mais Seigneur, elle s'évanouit. Vite, un médecin. Certainement, vous ne trouvez pas, mon cher Leacock, que comme ça, évanouie, elle est vraiment mignonne. Eh bien, mais c'est gentil chez vous, Lanzolini. Je suis un artiste, monsieur le commissaire. Et pas seulement comme coiffeur. Pardon? Oui, vous avez été employé dans une dizaine de salons de coiffure de Vérone. Oui. C'est beaucoup, non? Oh, les patrons ne me comprennent pas. Ils comprennent cependant très bien quand tu les quittes pour suivre une cliente, souvent peut-être un peu mûre, mais toujours sûrement riche. Il est vrai que je plais, comme tous les artistes. Bien, oui. Mais Mika Rossi, elle n'est ni très mûre ni très riche. Ah, elle, Mika, ce n'est pas la même chose. Je l'aime.
D'accord, mais le mari, Oh, le mari, tu le connaissais? comme ça, de vue. Tu as une valise, Lanzolini. Oui? Mets-donc un peu de linge dedans. Pourquoi? Pour venir avec nous? Où ça? En prison. En vrai, non, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai, monsieur le commissaire! Mais non! Mais j'ai pas tué Eugenio Rossi! Non, pas de cri. Non, mais je jure que ce n'est pas moi, je jure! Lanzolini! Il serait plus chevaleresque à Vérone d'avouer que tu as tué pour les beaux yeux de ta bien-aimée. Et elle a de bien jolis yeux. Voulez-vous avoir l'obligeance extrême d'ouvrir la porte, monsieur Lecoq? Ah, Madame Rossi. Mais entrez donc, chère madame, vous êtes ici un peu chez vous, n'est-ce pas? Mais vous, messieurs, qui faites-vous? Ce qu'ils font, ils m'accusent tout simplement d'avoir tué ton mari. Comment vous avez cru qu'Orlando... Oh, mon pauvre chéri. Le pauvre chéri, il en a marre. De quoi? De quoi? De tout? Et de toi aussi? Orlando, je le sens, tu veux me quitter. Oui, ce serait plus correct, maintenant que tu es veuve. Alors tu trouvais correct de tromper ce pauvre Genio quand il était là, et maintenant qu'il n'y est plus... Non, mais j'ai de la délicatesse, moi. Ce qui veut dire que moi, je n'en ai pas. Sois raisonnable, Mick. J'ai pas l'habitude que l'on tue les maris de mes maîtresses. C'est très déplaisant. Et pour moi, alors? C'est pas la même chose. Orlando, tu n'es pas l'homme que j'imaginais. Ouais. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais me jeter dans la Dige. Adieu, messieurs. Mais, voyons. Là. Signor Lecoq, où donc courez-vous? Mais je cours attraper cette malheureuse, l'empêcher de réaliser son funeste projet. Mais restez ici, américain au grand cœur. Vous n'êtes pas à Boston, Massachusetts. Vous êtes à Vérone. N'ayez crainte. Madame Rossi n'ira pas se jeter à l'eau. Elle a soigné sa sortie, voilà tout. Mais vous avez vu, hein? Quelle classe, quel panache. Elle nous aurait menti. Monsieur Lecoq, un Italien ne ment jamais. Il se dédouble. Il y a ce que nous sommes, il y a ce que nous imaginons que nous pourrions être. Venez, une bouteille de bon vermouth va vous aider à comprendre ça. Mais cet individu, vous ne l'arrêtez plus. Lanzolini? Oh, pourquoi faire? Un type qui n'est pas capable de retenir une femme comme ça n'est pas capable de tuer un homme. N'est-ce pas? Enfin, messieurs, je ne comprends pas du tout ce que vous me voulez. Causez un peu, tout simplement, signor Matteini. À Vérone, un salon de coiffure est un endroit où l'on aime bien bavarder, n'est-il pas vrai? Mon salon de coiffure est un des plus beaux de la ville et je m'en flatte. Quant à la clientèle... Justement, signor Matteini, justement. J'aimerais bien parler un peu avec vous de votre clientèle, ou plutôt d'un de vos clients. Et celui-ci, dont voici la photographie. Oui. Ce matin, mon adjoint vous a présenté cette même photographie et vous avez déclaré ne pas le connaître? Oui. Oui. Mais un de vos clients habituels nous a dit ensuite que lui le reconnaissait bien et qu'il venait chaque soir dans cette boutique. C'est peut-être que j'avais mal regardé la photo. Sans doute, oui. Avec tous ces messieurs auxquels il faut faire une beauté, mais je ne savais pas qu'il s'appelait Rossi. Tiens, mais vous savez son nom maintenant? C'est-à-dire que j'ai une cliente qui portait ce nom-là. Je l'ai plus revu depuis que Lanzolini m'a quitté. Ah? Lanzolini a été garçon chez vous? On m'en parlait pas, hein. Un salopard qui m'a plaqué il y a 15 jours et qui a entraîné avec lui une partie de ma clientèle féminine. Oh. C'est même ce jour-là que ce monsieur Rossi est venu ici pour la première fois. Et dites-moi, quel genre d'homme était ce Rossi? Oh, un drôle d'homme. Il venait tous les soirs se faire raser et jamais un mot. À Vérone, ça se remarque. Oui. Et encore? Encore? Il cédait son tour pour être le dernier client. Oui, le dernier, tous les soirs. Et il vous a jamais dit pourquoi? Jamais. Il ouvrait pas la bouche. Quand est-il venu pour la dernière fois? Lundi soir. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ce Rossi, moi, un honnête coiffeur de Vérone? Mais rien, signor Matteini, rien. Avez-vous une voiture? Oui. Vous en êtes-vous servi lundi soir? Non. Cher monsieur Lecoq, auriez-vous l'amabilité d'interroger le concierge à ce sujet? C'est-à-dire que je me souviens tout à coup, j'ai dû faire un petit tour. J'avais oublié, c'est stupide. Oh, c'est surtout curieux. Monsieur le commissaire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Emilio? Voilà ce que je viens de trouver dans la cuisine. Ah, tiens. Signor Matteini,
Où donnez-vous votre linge professionnel à laver et à repasser? Chez Gilberti, ça me coûte assez cher. Oui, mais alors pourquoi ce peignoir et cette serviette étaient-ils dans votre cuisine, lavés, mais non repassés? C'est que... Oh, j'en ai assez de vos bêtises. Oui. Qu'en Cette pensez-vous? fois, ça y est, Mattei, hein? Ça y est. Avouez. Mais vous avez tué Rossi dans son fauteuil et le peignoir était mouillé de sang. La nuit venue, vous avez porté en voiture son cadavre là où on l'a découvert. C'est faux. C'est faux. Mais pourquoi n'avez-vous pas voulu reconnaître sa photo? Pourquoi avez-vous prétendu n'être pas sorti en voiture? Pourquoi avez-vous lavé ce linge dans votre cuisine? Assez. Ah, tuer avec un rasoir, c'est ignoble. Mais c'est pas avec... Comment le savez-vous? C'est bon. Je vais tout vous raconter. Emilio, Donnez-moi boire. Emilio, donne-lui un verre d'eau. Alors. Pourquoi avez-vous tué Rossi? Je n'ai pas tué Rossi. Ah, ça va pas recommencer! J'ai pas tué Rossi. Mais depuis une douzaine de jours, j'en recevais des lettres anonymes. Tiens. À quel sujet? Oh, une vieille histoire. Pas très jolie. À la fin de la guerre, au temps de la débâcle, je m'étais réfugié dans une maison déserte du côté du Brenner. Un soir, un type est venu avec un gosse. Il fuyait. Il m'a demandé l'hospitalité. Il avait une valise. Il m'a dit qu'il y avait dedans pour des millions. J'ai tué le type. Et le gosse? Il a pu s'échapper. Pour le reste, ni vu ni connu. Il y avait que ma femme qui savait. Après, j'ai pris dans la valise ce qu'il fallait pour m'installer ici et j'ai gardé le reste. C'est à cela que faisaient allusion les lettres anonymes? Oui. Tenez, en voici une, lisez. Un jour ou l'autre, on doit payer. Que dirait-on à Vérone s'il en apprenait que le respectable signor Matteini n'est qu'un vulgaire assassin? Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Votre femme avait-elle approuvé votre acte? Oh non. Ça faisait même souvent des disputes entre nous, et violentes, oh là là. Encore un verre d'eau, je vous prie. Emilio. Quand elle est morte, elle m'a demandé de donner la valise et son contenu à une église. Je l'ai pas fait. Et Rossi dans tout ça? J'y arrive. Ça m'avait paru curieux qu'il tienne à demeurer le dernier. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, j'ai mes raisons. Et puis, je veux récupérer ce qu'on m'a pris. Alors je me suis dit, c'est le gosse du Brenner. Il m'a retrouvé. Et les lettres anonymes, c'est lui. Et j'ai décidé de lui rendre la valise. Alors lundi, je l'ai mise sous la caisse pour lui donner quand il partirait. Il vient, il attend, je commence à le savonner. Tout à coup, téléphone. Votre fille est grièvement blessée, me disait-on, renversée par une voiture, elle est à l'hôpital. J'adore ma fille. Je dis à Rossi que je reviens tout de suite, je bondis à l'hôpital. Et là? Là, pas de fille, personne, rien. Je reviens. Rossi était toujours là dans le fauteuil. Mais mort. Tué d'une balle dans la tête. Et la valise avait disparu. Que vouliez-vous que je fasse? Je me suis débarrassé du cadavre. C'est invraisemblable. C'est pourtant la pure vérité. Ah, il va falloir nous suivre, signor Matteini. Bon. Vous permettez que je ferme ma caisse? Oh, c'est tout naturel. Mais, Matteini, lâchez ce revolver! C'est celui avec lequel j'ai tué l'homme du Brenner. Mais j'ai pas assassiné Rossi. Matteini. Non, pas Rossi. Non. Et laissez ma fille tranquille, elle ne sait rien. Placé comme vous l'étiez, Tarquinini, vous auriez pu l'empêcher de se tuer. C'est bien possible, Lecoq. Et vous voyez, mon cher commissaire, que ce n'était pas un crime d'amour. Vous croyez ça? Je le crois parce que je ne crois pas à son histoire de Rossi tué dans son fauteuil pendant son absence. Et moi, j'y crois, américain de mon cœur. Et je vous parie une bouteille de Lacryma Christi que ce n'est pas fini et qu'il y a de l'amour là-dedans. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce que nous sommes à Vérone, citoyens de Boston. Croyez bien, chère Madame Grinda, que je compatis à votre deuil. Il est toujours très pénible de perdre son père. Oh, mon pauvre papa. Mon pauvre papa. Il n'aurait pas dû faire ça. Évidemment, dans un sens, il n'aurait pas dû agir ainsi. Vous voyez souvent votre père, le signor Matteini? C'est-à-dire, monsieur le commissaire, vous savez ce que c'est? Mon mari qui est mort, les enfants à élever.
Faut que je travaille dur, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Mais votre père ne vous aidait-il pas un peu à élever votre famille? Oh, j'ai honte de le dire, il ne s'inquiétait guère de nous. Oh, cependant, il était assez riche pour le faire. Oui, son salon de coiffure marchait bien. Et il était veuf. C'est justement parce qu'il était veuf. Mais que voulez-vous dire, Madame Grinda? Oh, non, j'aimerais autant ne pas parler de ça. Après tout, ça ne concernait que lui. Je comprends, mais enfin, Madame Maria Grinda, il faut bien nous aider un peu. Alors, quand avez-vous vu votre père pour la dernière fois? Eh bien, je ne sais plus au juste. Il y a longtemps. Oui, mais qu'appelez-vous longtemps? Vous alliez bien de temps en temps chez lui. Oh non. Jamais je n'aurais mis les pieds là où maman avait vécu, où il avait introduit une... une maîtresse. Oh. Nous y voilà. Oh oui, une maîtresse. Oh, maman ne méritait pas ça. Et y a-t-il longtemps qu'il était avec cette dame? N'appelez pas ça une dame. Oh, ça peut bien faire des manières, être habillée comme une princesse, toujours bichonnée, coiffée, parfumée. Ça n'est jamais qu'une... Ah oui, non, mais là, je comprends votre ressentiment, chère Madame Grinda, mais quand il a connu cette amie, c'était après son veuvage. Oh, naturellement. On m'en aurait jamais permis. Bien sûr. Il avait donc installé cette femme dans son domicile. Ah non, il aurait plus manqué que ça, non. Mais elle venait souvent le voir, autant dire qu'elle était comme chez elle. Ah, c'est une honte. Vous l'avez parfois rencontrée? Jamais. C'est même pour éviter de la voir que je n'allais plus chez mon père. Mais vous savez qui c'est? J'ai pas voulu le savoir, je ne veux rien savoir d'elle. Tout ce que j'ai appris sur elle, c'est par des voisines qui m'ont prévenu, mais elle n'en savait pas plus long que moi. On la voyait arriver, partir, puis c'est tout. Et votre père, qu'en disait-il? Mon père... Une seule fois, j'ai pu lui en parler parce que je l'avais par hasard rencontré dans la rue. Il m'a dit qu'il faisait ce qu'il voulait et que ça ne me regardait pas. Mais j'ai mon idée là-dessus. Confiez-la moi, très chère Madame Grinda. Si papa a fait ce qu'il a fait, cette femme y est pour quelque chose. Ce n'est pas impossible, Madame Grinda. C'est pas impossible. Oh, ma tête. Whisky? Dans tout Vérone, je n'ai pas trouvé une goutte. Ah, j'ai peut-être oublié de vous prévenir. Le vin de Lipari fait ses 15 degrés. Ah, il est traître. Ne vous moquez pas de moi, Roméo. C'est ce nouvel imbroglio. Quand je vous disais, vieux Bill, qu'il y avait de l'amour dans l'affaire. Ah, Vérone. Ma tête. Je rencontre la jolie Mica Rossi. Je ne vous le fais pas dire. Elle me montre une bague, et une bague de grand prix. Je m'y connais assez bien en bijoux. Elle me raconte que son Orlando la lui a donné en gage de réconciliation. Nous sommes galants à Vérone. Mais vous voulez savoir d'où ce garçon coiffeur tient ce bijou qui représente une assez belle fortune. Nous allons chez lui. Il ne peut rien nous répondre parce qu'il a en travers du cœur un de ces beaux poignards. Un poignard. On le croira jamais quand je le raconterai à Boston. Et n'oubliez pas que la poste a confirmé qu'à l'heure indiquée, Matteini avait bien reçu un coup de téléphone provenant d'un poste public. Et que la direction de l'hôpital, d'autre part, a confirmé qu'il s'y était bien présenté. Oui, mais alors, qui a tué Rossi et qui a tué Lanzolini? Vous ne voyez vraiment pas, fin limier de la scientifique Amérique? Oh, je vous en prie, Roméo. Excusez-moi. Oui. Ah. Pronto. Si, benissime. Allez, venez, veuillez m'excuser si cette fois en route je ne vous offre rien, nous sommes un peu pressés. Roméo, je ne comprends pas. Mais que ne comprenez-vous pas, mon cher Bill? Vous m'affirmez que le criminel ne quitte jamais Vérone et vous m'emmenez dans une gare. La gare a toujours son rôle à jouer dans un drame d'amour. Attention, Bill. Dans le groupe de soldats qui débouche du souterrain, voici la personne que nous sommes venus chercher. Vite, Bill. À vous un bras, à moi l'autre. Ah non, pas de scandale, ça ne servirait à rien. Venez par ici. Mais... Pas mal le truc de la femme en deuil, pas mal. Mais voulez-vous, je vous prie, relevez votre voile. Madame Fotis. Eh oui, mon vieux Bill, Madame Lydia Fotis. Ça vous étonne?
Eh bien, elle va vous raconter sa belle histoire d'amour, n'est-ce pas, ma jolie? Oh, à quoi bon? Vous la connaissez puisque vous m'arrêtez. Et ça m'est maintenant tellement égal. Madame Lydia Fotis, l'amie de Mika Rossi qui nous avait si bien reçus. Est-ce donc elle qui a tué Rossi et qui a tué Lanzolini? Mais oui, n'est-ce pas, ma mignonne? Oui. Oui, c'est moi. Et si c'était à refaire... Vous le referiez, oui. Ma toute belle. Évidemment. Car c'était un bel amant qu'Orlando Lanzolini. Et Mika, cette traîtresse, me l'a pris, me l'a volé. Elle était beaucoup plus jeune que moi. Alors, ma charmante, vous avez envoyé des lettres anonymes à ce bon Eugenio Rossi. Eugenio Rossi a cherché chez les coiffeurs celui qui lui avait pris Mika. Il voulait récupérer ce qu'on lui avait pris, cet homme. C'est ainsi qu'il s'est rendu chez Matteini. Matteini qui, veuf à son tour, était devenu votre amant, ce qui vous permettait libre accès chez lui. C'est vrai. Mais jamais Matteini ne m'a rien confié au sujet de la valise. Vous en connaissiez cependant l'existence et l'histoire? Oui. Orlando avait entendu une discussion entre le coiffeur et sa femme, mais je ne savais pas où cette valise était cachée. Et j'avais besoin d'argent. De beaucoup d'argent pour reprendre Orlando. C'est pourquoi, ma gracieuse, vous avez bombardé votre amant de lettres, encore anonymes, tendant habilement à lui faire croire que ce client, dont les allures curieuses déjà l'inquiétaient, était le gosse du Brenner. Et vous êtes ainsi parvenu à décider le coiffeur qui s'affolait à tirer la valise de sa cachette pour la restituer. Pour la restituer à Rossi, qui n'était pas le gosse du Brenner d'ailleurs. Oh, qu'importe. Il était là quand Matteini appelé dehors par mon coup de téléphone, j'ai pu m'emparer de la valise. Il a bien fallu que je me débarrasse de ce témoin. En lui enveloppant subitement la tête d'une serviette et en lui logeant à bout portant une balle dans la tête, mon adorable. Oui. Voilà, mon très cher Bill, d'où venaient vos petits bouts de fil. Vous vous souvenez, les petits bouts de fil? D'une serviette de coiffeur, non d'un mouchoir. Il y avait vraiment beaucoup dans la valise? Surtout des bijoux. De très beaux bijoux. Dont une bague, une très belle bague que vous avez donnée à Orlando. Et Orlando s'est empressé d'en faire cadeau à sa Mika. Oui, à la fortune que je lui offrais, il a préféré l'amour de Mika. Ah, nous sommes à Vérone, mon exquise. Il s'est moqué de moi, il tenait à Mika, je l'ai tué. Enfin, faites de moi ce que vous voudrez. Je l'emmène, monsieur le commissaire? Oui. Oh, mais avec des égards. Madame Fotis est une très jolie femme. Merci. Bill, vous me semblez rêveur. C'est que j'ai beau mettre en œuvre toute ma logique, je ne vois pas ce qui vous a mis sur la piste de Lydia Fotis. Oh, bel étranger venu de Boston, Massachusetts, c'est bien simple. Vous souvenez-vous, mon perspicace, d'un tableau pendu juste au-dessus du secrétaire dans le salon de la belle Lydia? Vaguement, un mauvais chromo représentant une dame à ceinture dorée dont les gens se détournent, tandis qu'il salue une autre dame modestement vêtue. Illustration d'un proverbe bien connu, bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée. Proverbe qui terminait la lettre que nous a montré le coiffeur. De là, imaginer que l'auteur de la lettre anonyme avait le tableau sous les yeux. Mais aux États-Unis, vous vous méfiez de l'imagination. Ce n'est pas une méthode scientifique. À Vérone, elle a du bon. Et je vous assure encore que ce n'est pas par une méthode scientifique qu'ont été préparés les spaghettis au coquillage qui vous attendent et que Juliette a sa manière à elle d'accommoder. Quelle Juliette, Roméo? Quelle Juliette? Mais ma femme, voyons. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Les Mantes religieuses, roman policier par Hubert Monteillet, publié chez De Noël, est, il faut bien le reconnaître, un livre aussi intéressant que déplaisant. Intéressant par la sobriété de sa présentation et déplaisant parce que, en vertu même de cette sobriété, les personnages se détachent avec un relief qui accuse leur indignité.
On pourrait même dire qu'aucun d'entre eux, dans cette histoire gouvernée par la cupidité, n'est vraiment sympathique, pas même la victime, laquelle, si elle ne manque pas de générosité, obéit fâcheusement à de coupables sollicitations. En bref, voici ce dont il s'agit. Professeur agrégé dans un grand lycée de province, nous voyons Pierre Canova nous apparaître au moment où, marié sans amour avec une femme effacée, il hérite en 1923 250 000 francs suisses qu'il confie à une compagnie d'assurance pour se constituer une retraite substantielle, réversible sur la tête de sa femme, viendrait-il à disparaître. Mais, père d'un petit garçon, puis veuf, l'assurance qui se monte maintenant à une vingtaine de millions suisses va se trouver reportée d'abord, en cas de son décès, sur la tête du petit garçon, puis, à défaut de celui-ci, sur sa seconde femme, fort belle et fort énigmatique. Pendant une absence du professeur, l'enfant meurt assez mystérieusement. Quant au professeur, il se laisse entraîner à des bontés pour la séduisante secrétaire qu'un de ses anciens élèves lui a recommandée. Et cette jeune femme épousera précisément, bien que ne le méritant guère, le jeune homme auquel elle doit sa situation. L'ombre de l'argent suisse plane, étouffante, sur ce quatuor désaccordé ou trop bien accordé. Sans vouloir entrer dans cet accord ou ce désaccord, afin de ne pas déflorer l'intrigue majeure du livre, disons que l'élève est amené à tuer le maître, ce qui laisse place encore à un autre mystère. Mais les mentes religieuses dans tout ceci, eh bien, ce sont les épouses des deux hommes, chacune d'elles détenant un potentiel de voracité qui dépasse la plupart des exemples connus. Voracité dont l'argent est le but et dont les époux sont les accessoires. Sans description ni digression, cette histoire diabolique nous est contée par des documents d'affaires, des pièces du procès, des lettres échangées entre les protagonistes du drame et des fragments empruntés au journal de la jeune secrétaire. Assez pour nous donner froid dans le dos. Mais n'est-ce pas le but recherché par l'auteur? Les mentes religieuses par Hubert Monteillet est publié chez De Noël dans la collection Crime Club. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Ou je me trompe fort, où nous allons voir dans les années qui viennent de nombreux films inscrivant dans leur titre le nom de Monsieur Suzuki. Ce personnage est, comme son nom l'indique, japonais. Il est par surcroît détective, ou du moins habile comme pas un à débrouiller les affaires les plus mystérieuses dans lesquelles les polices et les services secrets perdent leur latin. Dans le film de Robert Vernet qui a pour titre Monsieur Suzuki, et qui est tiré d'un roman d'espionnage de Jean-Pierre Conti, Monsieur Suzuki prend la mouche, cet énigmatique japonais démêle les fils les plus embrouillés d'une affaire qui, pour le spectateur, n'est en réalité pas très claire. Il s'agit de documents de la plus haute importance, naturellement, qui concernent on ne sait trop quoi et qui sont tombés dans des mains ennemies. En outre, ces événements se passent à Versailles à la veille d'une conférence internationale concernant l'aide aux pays sous-développés. Ne m'en demandez pas davantage, je serais bien incapable de vous dire exactement de quoi il s'agit. D'ailleurs, que l'on ne comprenne rien à cette histoire n'a qu'une importance très relative. Chacun sait que dans ces sortes d'ouvrages, ce qui compte, ce n'est pas la teneur et la signification exacte des documents que l'on doit récupérer, mais bien les moyens par lesquels on va retrouver la précieuse enveloppe cachetée. On nous dit que ces documents sont d'une importance capitale. Nous croyons sur parole et l'intérêt n'est pas là. Le film de Robert Vernet est dans un genre assez conventionnel, bien fait et habilement conduit. L'action est incessante, la progression bien dosée, on ne s'ennuie jamais. Des scènes dans un dépôt de locomotive, bien qu'elles ressemblent un peu trop à un morceau de bravoure inutile, sont belles cinématographiquement. Dans le rôle de M. Suzuki, un acteur inconnu, Jean Thielman, se montre excellent. L'introduction d'un détective oriental dans un récit de ce genre nous rappelle le fameux Charlie Chan, qui fut le héros de tant de films américains policiers. Les méthodes de M. Suzuki ne sont pas du tout les mêmes, et il ne s'explique pas sentencieusement avec beaucoup d'adverbes comme Charlie Chan. Disons pourtant que sa manière, elle aussi, nous plaît grandement. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière,
Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Chewing Gum et Spaghetti, film radiophonique de Jean Grimaud d'après le roman de Charles X. Braya, avec Maurice Chevitte, le commissaire Tarquinini, Claude Dasset, Cyrus William Leacock et Rosie Vart, Henri Djanik, Anne Caprile, Guy Pierrot, Claude Bertrand, Lisette Lemaire. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Bruitage Jean Berriac. Prise de son Francis Granal et Pierrette Soula. Assistante Marie-Denise Vanda. Réalisation Pierre Billard.